Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, bienvenue pour ce troisième épisode de nos web-séries carrées. Donc, aujourd'hui, consacré aux dernières évolutions de la PAC pour l'année prochaine. Donc, en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, avec Pascal Nampon qui se présentera juste après. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser, comme ça on pourra les prendre au fur et à mesure. S'il y a des questions qui viennent par la suite, du coup, vous aurez les réponses. Sinon, on répondra à toutes les questions à la fin. Et puis voilà. Donc, Pascal, je te laisse la main. Merci Maud. Donc, bonjour. Donc, Pascal Nampon, responsable du service stratégie et prospective à la Chambre d'agriculture. Donc, nous allons faire un petit zoom sur cette PAC 2023 et surtout sur les éléments nouveaux et les dérogations qui ont pu apparaître depuis le premier webinaire que nous avions organisé ensemble. Donc, donc je rappelle que ces documents sont toujours provisoires, mais le plan stratégique national est désormais validé. Ce que nous attendons désormais, ce sont surtout les documents d'application qui devraient sortir au fur et à mesure cet automne. Donc, il est possible encore que quelques petites règles évoluent, mais en tout cas, les grandes lignes ont été validées par Bruxelles. Puisque donc forcément, cette négociation de la PAC se fait à trois niveaux. Au niveau européen, donc là, le règlement est validé depuis un moment. La France a été un des premiers États à faire valider son plan stratégique national. Nous sommes plutôt en avance. Il faut savoir qu'en Allemagne ou en Belgique, toutes les règles ne sont pas encore validées. Et c'était indispensable pour nous dans la mesure où cela aura un impact sur vos assolements. Donc, nous étions assez pressés que cette PAC soit validée, et donc ça l'est. Elle a été publiée définitivement le 31 août. Et puis donc, ça se négocié également au niveau de la région, avec le conseil régional. Et donc là, nous sommes encore en cours de calage pour les aides du second pilier, concernant la dotation aux jeunes agriculteurs, les aides à l'investissement et les MAE de transition, puisque les autres MAE sont revenus sous l'égide de la DRAP. Juste pour rappel, cette PAC, notamment le premier pilier, est composé de 5 éléments. Le droit à paiement de base, donc je ne vais pas le représenter, mais il va continuer son chemin de convergence pour arriver en 2027 à 85% maxi d'écart à la moyenne. Donc vous allez avoir des DPB qui continuent de converger, mais sachant que le gros effort de convergence a déjà été consenti, puisque nous sommes déjà arrivés à 70% en 2019. Donc, il devrait y avoir peu de changements pour vos DPB. Le paiement vert qui disparaît, qui vient renforcer le socle de la conditionnalité. Donc, je rappelle que la conditionnalité ne fait pas l'objet d'un paiement, mais ce sont les règles de base qu'il faut respecter pour espérer percevoir l'ensemble des aides de la PAC. Le paiement redistributif qui ne change pas, qui va toujours être versé sur les 52 premiers hectares. Le paiement aux jeunes agriculteurs qui est revalorisé, d'une part sur les aides du premier pilier avec un montant qui est revu à la hausse, et d'autre part sur les aides du second pilier, donc c'est la fameuse DJA qui est en cours de calage, dont les modalités sont en cours d'élaboration avec le conseil régional. Les aides couplées, je ne vais pas revenir non plus sur ces aides couplées dans ce webinaire. Nous avons essentiellement les aides couplées végétales, une nouvelle aide couplée au maraîchage qui apparaît, et des aides couplées animales. Mais si vous avez des questions sur ces aides couplées, nous pouvons y revenir. Et donc enfin, la nouveauté de cette programmation qui est l'éco-régime. Donc, pour rappel, juste, mais nous n'allons pas revoir toutes les BCAE, mais je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Donc, les règles que vous aviez liées au verdissement, donc au paiement vert, concernaient le maintien des prairies permanentes, l'interdiction de labourer des prairies sensibles, et puis le fait d'avoir des SIE, donc des surfaces d'intérêt écologique sur son exploitation, qui étaient pour l'instant essentiellement productives, c'était souvent des dérobés, mais on pouvait y mettre des haies également, donc à hauteur de 5% de ces terres arables. Et donc ces règles-là de verdissement et la diversité de l'assolement vont passer dans les BCAE. On va les retrouver dans 4 des 9 BCAE qui composent désormais la conditionnalité. Et donc ce qui est nouveau également dans cette programmation, c'est l'apparition d'une conditionnalité sociale. C'est-à-dire que les contrôles que vous aviez liés à l'inspection du travail sur votre exploitation, liés au respect du Code du travail,
pourront désormais avoir un impact sur les ZPAC. Ce ne sont pas des nouveaux contrôles, ce ne sont pas des nouvelles règles, ce sont des règles que vous connaissez déjà, telles que le fait de remplir son document unique ou le fait de mettre à disposition les équipements de protection individuels pour les salariés. Mais la nouveauté, c'est que désormais, c'est le respect de ces règles est lié à la PAC. Donc encore une fois, je rappelle que toutes ces règles sont souvent des réglementations existantes. Elles n'ont pas été créées exclusivement pour la PAC, mais elles ont un impact sur les aides de la PAC. Elles ne génèrent pas un paiement. Par contre, elles peuvent entraîner une pénalité si elles ne sont pas respectées sur les exploitations. Donc juste pour faire un petit zoom sur les prairies, puisque c'est une BCAE sur laquelle les Hauts-de-France sont fortement concernés. Vous avez ici l'évolution du ratio prairies, donc le fait que nous soyons en régime d'autorisation de retournement des prairies est lié à un ratio qui est calculé chaque année. Et donc là, notre ratio de base sera 2018 pour cette nouvelle programmation. Et donc, quand vous voyez l'évolution de notre ratio, ici en Hauts-de-France, qui est ici en jaune, s'il atteignait moins 5%, mais il ne l'a jamais atteint, nous serions en régime d'interdiction totale de retourner des prairies. Et là, dès qu'il était entre 2,5 et moins 5%, moins 2,5 et moins 5, nous étions en régime d'autorisation de retournement des prairies. Et donc, ça risque d'être encore le cas pour plusieurs années, vu que nous sommes toujours autour de moins 2,5, moins 2, et que donc là, le seuil pour être en régime d'autorisation va passer à moins 2. Donc, pour l'instant, il est fort probable que nous restions en régime d'autorisation de retournement des prairies. Et donc, je vous ai affiché quelques régions comme la Normandie qui a flirté aussi et qui, en 2017, passé en régime d'autorisation, mais qui, depuis, a de nouveau des prairies, et d'autres régions qui sont proches du seuil. Mais nous sommes de fait la seule région qui est concernée par cette BCAE actuellement et qui reste en régime d'autorisation de retournement des prairies. Donc, pour ça, je vous ai fait un petit schéma, mais attention, vous allez voir la complexité, mais on va l'expliquer. Donc, pour les prairies, on a une prairie permanente. On va d'abord regarder au titre de la BCAE 9 si elle est située en zone Natura 2000 ou non. Si elle est en zone Natura 2000, c'est une prairie sensible. Donc, dans ce cas, j'ai interdiction totale de la retourner. Si elle n'est pas au titre de la BCAE 9 une prairie sensible, donc si elle n'est pas en zone Natura 2000, et ça vous le voyez sur votre RPG, quand vous avez votre RPG, les zones Natura 2000 sont dessinées. Alors, je vais regarder ce que me dit la directive nitrate. Or, toute la région des Hauts-de-France est désormais classée en zone vulnérable, donc le programme d'action nitrate s'y applique. Pour l'instant, nous sommes sur le 6e. En 2023, courant 2023, nous devrions passer sur le 7e. Donc, nous sommes sur le 6e programme d'action nitrate. Qu'est-ce que dit ce programme? Si vous êtes en zone humide, interdiction totale de retourner la prairie. Et donc là, souvent, c'est à vous d'en faire la preuve si vous voulez montrer que votre prairie n'est pas en zone humide. Si vous êtes en périmètre de protection de captage, idem. Par contre, si vous êtes sur une aire d'alimentation de captage, si le sol est en pente ou dans les autres cas, vous devrez demander une autorisation à la DDT, une autorisation de retournement. Et donc, comme nous sommes toujours au régime d'autorisation au titre de la BCAE 1, nous sommes toujours dans le cas de figure où la dégradation du ratio est entre 2 et 5%. La DDT n'observe et n'examine ces demandes d'autorisation que dans quelques cas bien particuliers, c'est-à-dire si votre exploitation est dans une situation d'AERIDIF, donc vous avez un dossier de difficulté économique de déposer. Si vous avez plus de 75% de votre surface en prairie permanente après le retournement, et si vous êtes jeune agriculteur installé depuis moins de 5 ans. Donc sinon, les demandes ne seront pas examinées. Et donc là, si vous êtes dans ces cas de figure, vous devez faire votre demande d'autorisation auprès de la DDT. Voilà, ça c'était un rappel pour montrer que la conditionnalité et les autres réglementations environnementales se croisent et peuvent parfois interférer sur les mêmes éléments, avec l'exemple concret des prêts. Alors, un zoom sur une nouvelle règle de la conditionnalité aussi, qui n'avait pas été clarifiée quand nous avons fait notre premier webinaire, puisque la règle n'était pas arrêtée, c'est la règle de rotation. Actuellement, pour le paiement vert, vous aviez une règle de diversité de l'assolement. Donc, comme nous l'avons dit, ce paiement vert disparaît. Et par contre, les règles entrent dans le socle de la conditionnalité
mais elles changent, elles sont légèrement modifiées. Donc, pour cette BCAE7, qu'est-ce qu'elle nous implique? Elle implique que vous ayez au moins sur 35% de votre surface de culture de plein champ, donc c'est-à-dire l'ensemble des terres arables, desquelles on soustrait les surfaces en herbe, c'est-à-dire tous les fourrages herbacés et les jachères, pas uniquement les prairies permanentes, mais bien toutes les surfaces en herbe. Donc, sur cette assiette de culture de plein champ, il faut qu'il y ait un peu plus d'un tiers qui soit avec une rotation d'une année sur l'autre ou avec un couvert hivernal qui est présent entre le 15 novembre et le 15 février. Donc ça, c'est la première règle qui va s'appliquer dès l'an prochain. Ensuite, on va regarder, alors oui, pourquoi j'ai dit dès l'an prochain? Puisque vous savez que là, malheureusement, l'Europe connaît une situation de guerre qui entraîne une tension sur les matières premières. Donc, c'est le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec les difficultés qui ont été liées à l'exportation des céréales ukrainiennes. Les tensions sur les matières premières sont fortes. Donc, pour cette année, l'Europe a accordé la possibilité aux États membres de donner une dérogation à cette BCAE sec. Et donc, c'est le choix qu'a fait la France. La France a décidé de ne pas appliquer la BCAE 7 en 2023. Donc, c'est en 2024 que vous allez regarder si, au moins sur 35% de votre surface de culture en plein champ, vous avez bien une rotation d'un an sur l'autre. Mais attention, parce qu'à partir de 2025, une nouvelle règle va s'appliquer. Donc, on demande à ce que sur chaque parcelle et sur les 4 campagnes consécutives, ce qui veut bien dire que les contrôles vont remonter à 2022. Donc, en fait, il ne faut pas oublier cette règle malgré la dérogation. Il y ait au minimum 2 cultures principales différentes sur 4 ans. C'est-à-dire, si en 2022, j'ai mis du maïs, je souhaite remettre du maïs en 2023, je remettrai du maïs en 2024. En 2025, il faudra y mettre une autre culture, donc soit une céréale, soit une luzerne, soit... Mais il faudra casser ce cycle au moins une fois pendant les 4 campagnes consécutives. Ou si vraiment je ne peux pas, si j'ai une parcelle en maïs, c'est le cas notamment parfois des parcelles qui sont proches des rivières ou qui ont des sources et sur lesquelles on a du mal à entrer au printemps, et donc je mets tout le temps du maïs. Dans ce cas-là, il faudra justifier d'un couvert hivernal, ce qui n'est pas forcément évident chez nous et sur ce type de parcelles, chaque année. Donc à partir de 2025, ce sont bien les 2 règles qui se cumulent, c'est-à-dire qu'au minimum, j'ai 2 cultures principales différentes sur 4 campagnes consécutives. Et en plus, sur plus d'un tiers de ma surface, j'ai au moins une rotation d'un an sur l'autre. Donc là, c'est bien pas de blé sur blé, pas de maïs sur maïs, sur un peu plus d'un tiers, donc 35% de la surface des cultures de plein champ. Sont exemptées de cette règle les exploitations qui ont beaucoup d'herbes, donc 75% des terres arables en herbe ou en prairie permanente, les très petites surfaces en terres arables, donc les moins de 10 hectares, et les exploitations entièrement en agriculture biologique. Pour l'instant, une dérogation est prévue aussi dans le contexte agro-pédoclimatique de la zone Rhin, Vosges et Jura, mais nous ne sommes pas concernés dans notre région par cette dérogation. Donc voilà, il faudra être vigilant dès 2024 à cette règle, mais dès 2023 plutôt, mais commencer à l'anticiper en 2022 avec vos précédents. Sur la BCAE 8 que nous avons déjà évoquée, donc je rappelle, puisque c'est une des règles qui a changé et qui nécessite le plus de précautions, deux règles qui s'appliquent à tous, c'est le maintien des particularités topographiques. C'est-à-dire que sur son exploitation, on ne peut pas supprimer une haie, on ne peut pas la déplacer sans en faire une demande d'autorisation à la DDT. Il faut également maintenir les bosquets ou les mares. Les bosquets, éventuellement, on peut faire une coupe à blanc ou un recépage, mais on ne peut pas le supprimer. Et puis, une règle pour aider à la nidification des oiseaux, d'interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août. Là également, les dates ont été prolongées par rapport à ce que vous connaissiez actuellement. Ce n'est pas nouveau, mais les dates ont changé. Ces 2 règles s'appliquent à tous. Ensuite, on a une 3e règle qui pourra bénéficier d'une dérogation, mais attention, les exploitations bio ne sont plus exemptées de cette 3e règle, alors qu'elles l'étaient jusqu'alors des SIO. L'exemption ne vaudra que pour les
exploitations de très petites surfaces, moins de 10 hectares de terres arables, et les exploitations qui ont déjà plus de 75% de surface en herbe. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Vous devez justifier d'au moins 4% de vos terres arables en infrastructures agroécologiques, ce qui correspond actuellement à nos SIE non productives. Ou si vous ne parvenez pas à ces 4%, vous devez au moins justifier de 3% de vos terres arables en SIE non productives et compléter pour arriver à 7% avec des SIE productives. Donc, à quoi cela correspond-il? Là, vous avez la liste actuelle de toutes les SIE. Celles qui sont en rouge ne sont pas reconnues comme des infrastructures agroécologiques. Donc, à partir de la PAC de 2023, elles ne comptent plus pour arriver à ce seuil. Donc, tout ce qui est miscanthus, taillis à courte rotation, surface en agroforesterie, les surfaces boisées aidées et les bandes le long des forêts avec production ne comptent plus ni en non productive ni en productive. Ce qu'on va pouvoir compter en infrastructures agroécologiques non productives, ce sont les jachères, qu'elles soient mellifères ou non, les bandes tampons, par exemple celles qui sont le long des cours d'eau BCAE, mais pas uniquement, les bordures de champs. Alors, ce qu'on appelle bordure de champ, il faut que ce soit un couvert distinct en bord de champ du reste de la parcelle. Ça pourrait aider, par exemple, pour les zones de non-traitement en bordure des habitations, si ce n'est pas juste le blé qui fait l'objet d'une culture de tronçon, mais si c'est bien un couvert distinct du blé, si votre parcelle est en blé. Les bandes le long des forêts sans production, les arbres isolés et les arbres alignés, et donc c'est là qu'on va pouvoir compter nos arbres en agroforesterie si jamais il y en a sur l'exploitation. Les haies, dans la mesure où elles font moins de 20 mètres de large, mais c'est généralement le cas. Les bosquets de moins de 50 arts. Pourquoi on dit moins de 50 arts? Puisque un bois, ça ne fait pas l'objet d'une infrastructure, enfin, ça n'est pas compté comme infrastructure agroécologique. Un bois, ce n'est pas une surface agricole. Donc là, ce ne sera pas repris en IAE. Les mares et puis éventuellement les fossés non maçonnés de moins de 10 mètres de large. Ça, ce sera nos SIE non productifs. On pourra, si on ne parvient pas à 4% avec ces SIE, compléter par des SIE productives, c'est-à-dire des plantes fixatrices d'azote, donc luzerne, même les pois protagineux ou les pois de conserve, mais attention, dans la mesure où elles ne reçoivent aucun produit phytosanitaire, ce qui ne sera généralement pas le cas des pois, donc plutôt la luzerne ou des fèves éventuellement. Et puis les cultures dérobées et les sous-semis de légumineuses. Donc quand on dit culture dérobée, ce sont également les scipiens, dans la mesure où elles sont bien implantées à la bonne date, qui leur permet d'être reconnues en SIE. Donc pour récapituler, soit je mets 4% de mes terres arables, de ma surface en terres arables en infrastructure agroécologique. Et donc, j'insiste bien sur le fait que ce soit des terres arables, c'est-à-dire que les haies ne seront comptées que les haies qui sont sur terres arables, pas les haies sur les prairies. Et donc là, sur les haies, vous pouvez compter le coefficient d'équivalent, il a été augmenté, il a été doublé. Donc, 1 mètre linéaire, ça représentera 20 mètres carrés. Donc là, vous avez des coefficients d'équivalence qui sont à jour pour cette nouvelle PAC. Donc, soit je peux mettre 4% de mes terres arables avec mes infrastructures agroécologiques, soit je n'y parviens pas. Et dans ce cas, je mettrai 3% de terres arables avec des infrastructures agroécologiques non productives et je compléterai pour arriver à 7 avec des plantes fixatrices d'azote qui ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ou avec des dérobées, des scipiens dans la mesure où elles respectent bien les règles des SIE, c'est-à-dire des espèces et avec la date de semis qui va bien, qui est variable selon les départements. Donc, je peux être à 3 et 4 ou à 3,5 et 3,5, mais au total, je devrais être à 7. Alors, comme je l'ai évoqué, avec le conflit Ukraine, des tensions sont visibles sur les matières premières. Donc, pour y répondre, l'Europe a laissé le choix aux États membres d'appliquer une dérogation pour cette campagne, et donc la France a souhaité l'appliquer. Mais attention, on n'est pas comme sur la BCAE 7 où on dit la BCAE 7 ne s'applique pas. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la BCAE 8, on a obligation de maintenir les haies et obligation de respecter des règles pour la taille. Donc ça reste, ça ne fait pas partie de la dérogation. Et vous devrez également justifier que vous êtes à 4% ou à 3% de vos terres arables en SIE.
Mais la seule chose, c'est que vous aurez le droit de déclarer des jachères sur des surfaces cultivées. C'est-à-dire que vous pourrez mettre jachère sur du blé, sur de l'orge de printemps, sur la plupart des cultures, sauf sur maïs, miscanthus, soja et taillis à courte rotation. Alors, on pourrait tenter de se dire, très bien, la BCA8, du coup, je ne m'en occupe pas. Nous avons fait beaucoup de formations cet hiver et de simulations sur les exploitations pour voir si les gens étaient au point sur la BCA8 ou pas. Et donc, on s'est rendu compte que dans la situation actuelle, beaucoup d'exploitants n'avaient pas forcément fait le choix de transformer leur SNA en SIE. Comme vous aviez la possibilité pour l'instant de faire des SIE avec des dérobés, parfois vous n'avez pas toujours pris le temps ou fait le choix de transformer des haies ou transformer des bosquets en SIE. Mais on sait que cette règle va s'appliquer en 2023, enfin, pour la campagne 2024, mais du coup, à l'automne 2023, vous devrez vous poser la question. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dès cette année, sur votre déclaration PAC, vous preniez le temps de regarder vos SNA et que vous fassiez l'exercice de les transformer en SIE. Il y aura forcément des doublons, des différentes interprétations, ou un voisin qui a engagé une haie et vous avez engagé la même. Ce genre de choses qui vont vous générer des allers-retours avec l'administration pour bien caler vos SIE. Et donc, si vous faites cet exercice cette année, alors qu'il n'a pas d'impact, vu que vous pouvez déclarer le reste en jachère sur vos blés, donc ça ne vous oblige pas de mettre de la surface en jachère supplémentaire, au moins pour la prochaine campagne, vous serez bien au fait des haies qui sont vraiment reconnues en SIE et vous pourrez calculer exactement la surface en jachère qu'il vous manque, si jamais il vous en manque, pour être tranquille. Un conseil également, comme vous pouvez déclarer du blé en SIE, ne vous ennuyez pas l'année prochaine avec les dérobés. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couverture, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est bien en zone vulnérable et donc au titre des zones vulnérables, vous devez mettre des CIPAN. Mais au moins, vous ne serez pas ennuyé par les dates de semis de ces dérobés et par le nombre d'espèces à y mettre si jamais vous n'êtes pas dans les clous, puisqu'on l'a bien vu cette année avec la sécheresse que nous avons connue, les difficultés que ça a engendré de devoir semer et dérober à la bonne date. Au moins, vous ferez vos couverts conformément à la directive nitrate, mais vous pourrez justifier de 4% de vos terres arables avec les infrastructures agroécologiques non productives en déclarant des jachères sur du blé. Mais je vous conseille quand même fortement de faire l'exercice de dessiner au maximum vos haies, vos arbres et toutes les autres infrastructures non productives pour être au point l'année prochaine et ne pas être pris de court et ne pas devoir mettre des surfaces en jachère qui sont inutiles parce que vous pouvez les valoriser autrement. Donc, comme on l'a dit, il y a des dates de taille à respecter pour les haies. Donc là aussi, si vous engagez des haies, je vous conseille d'engager des haies et des arbres dont vous maîtrisez l'entretien et dont vous êtes sûr qu'elles seront bien taillées à la bonne date. Évitez d'engager, par exemple, les haies au bord de route qui nécessitent d'être taillées pour la sécurité routière, pour la bonne visibilité et qui ne seraient pas taillées aux bonnes dates et qui pourraient vous engendrer des ennuis ou une haie dont vous pensez que le propriétaire peut avoir envie de la supprimer, et donc c'est vous qui en subirez les conséquences. Donc, engagez des haies et des arbres dont vous maîtrisez l'entretien. Pour vous aider, nous avons mis en ligne sur le site internet, donc si vous tapez Chambre d'agriculture Hauts-de-France PAC 2023, vous allez avoir cette calculette provisoire, c'est une calculette papier, hein, c'est le format papier, qui vous permet de calculer vos équivalents de haies, vos équivalents d'arbres, et donc de voir à quel pourcentage vous arrivez de vos terres arables pour les infrastructures non productives et éventuellement de compléter avec des dérobés et des plantes fixatrices d'azote si c'est nécessaire. Mais encore une fois, je pense que pour cette campagne, ça ne devrait pas être utile du fait de la dérogation Ukraine. Alors, une petite chose qui a été précisée également, c'est qui est concerné par cette PAC, la notion d'agriculteur actif. Il avait été question de mettre une notion d'âge pour définir l'agriculteur actif. La notion d'âge n'est pas constitutionnelle. Elle est considérée comme discriminatoire. Donc, la règle qui a été retenue, c'est le fait que vous cotisiez à la TEXA ou qu'au moins un des associés de votre société cotise à la TEXA et que vous n'ayez pas fait valoir vos droits à la retraite. Et donc,
on ne regardera pas cette règle avant 67 ans. C'est-à-dire qu'avant 67 ans, vous pourrez éventuellement, notamment si vous êtes double actif, vous pourrez notamment continuer l'activité agricole et avoir liquidé une autre activité en parallèle. Par contre, à partir de 67 ans, qui est l'âge limite de départ à la retraite, là, vous ne pourrez pas cumuler de droits à la retraite et de DPB. Donc, il faudra céder les DPB au repreneur ou à la personne qui va vous suivre à la suite de votre activité. Donc, pour les agriculteurs retraités, on l'a dit, hein, donc pas de cumul des aides PAC et de retraite à partir de 67 ans et pas de possibilité d'activer des DPB. Mais le transfert sera toujours possible de DPB à un agriculteur actif. Et ce qui est nouveau également pour cette programmation, c'est que les transferts sans terre la taxe sur les transferts sans terre ont été supprimées. C'est-à-dire que vous pouvez plus facilement faire des transferts de DPB à un voisin sans les lier forcément à des hectares, sans qu'il y ait une diminution de la valeur du DPB. La réserve est toujours mise en place pour les jeunes agriculteurs et pour les nouveaux installés. Sur les paiements aux jeunes agriculteurs également, par rapport à ce que nous avions annoncé, le montant a été revalorisé. Donc actuellement, les jeunes agriculteurs, quand ils s'installent, peuvent bénéficier d'une bonification sur un certain nombre d'hectares pendant 5 ans. Donc là, cette bonification va passer en forfait, ce sera plus lié aux hectares, c'est-à-dire qu'on s'installe en maraîchage sur 3 hectares ou sur une exploitation de grande culture, on aura la même aide. Et donc, elle s'avoisinera à 4 469 € par an, que vous pourrez toucher pendant 5 ans avec la transparence GAEC si vous êtes en GAEC. Par contre, avec un seul versement par société si vous n'êtes pas sur la forme GAEC. Donc, j'ai remis ici les critères d'accès avec les critères qui sont les mêmes que ceux qui permettent d'avoir les aides à l'installation. L'éco-régime, qui est la nouveauté de cette PAC, et donc à laquelle on peut accéder par 3 voies. Donc les montants ont désormais été fixés. Alors je suis bien obligée d'indiquer le niveau 0 qui serait de 0, puisque c'est la grosse différence avec le paiement vert. C'est-à-dire que le paiement vert, par défaut, vous le perceviez, et si vous ne respectiez pas les règles, vous aviez une réfaction. Que là, il va falloir justifier en fait que vous respecter les conditions de l'éco-régime pour pouvoir le percevoir. Et si jamais vous ne justifiez pas, par défaut, vous avez 0. Mais comme vous êtes assidu à ce webinaire, vous n'aurez pas 0 puisque vous avez bien écouté les règles à respecter sur l'exploitation pour pouvoir en bénéficier. Donc, si vous êtes au niveau 1, vous aurez un versement de 60 € par hectare sur l'ensemble de vos surfaces éligibles, y compris pour les surfaces éligibles qui n'activent pas de DPB, si jamais vous n'avez pas suffisamment de DPB activés sur votre exploitation. Vous pourrez bénéficier de 80 € par hectare sur le niveau 2 et de 110 € par hectare sur le niveau 3. Ce niveau 3 est également une nouveauté qui a été ajoutée par rapport au premier webinaire que nous avions pu faire. Ce niveau 3 va concerner les exploitants en agriculture biologique, mais je vais y revenir sur le détail. Donc, si vous avez l'intégralité de votre exploitation en agriculture biologique, vous pouvez prétendre au niveau 3. Si vous êtes HVE, mais on va revoir les détails également, vous pouvez prétendre au niveau 2. Et si vous ne parvenez pas à entrer par la voie de la certification, par la voie des pratiques agricoles ou par la voie des IAE, regardez si vous pouvez prétendre au CE2+, c'est l'équivalent du HVE2 ajouté d'un indicateur du HVE3, mais on va y revenir également, pour pouvoir arriver au moins au niveau 1 de l'éco-régime. Donc ça, c'est l'entrée par la voie de la certification. Si vous n'entrez pas par la voie de la certification, vous pouvez explorer la voie des infrastructures agroécologiques. Nous avons expliqué que pour respecter la conditionnalité, il fallait au moins avoir 4% de terres arables en infrastructure agroécologique. Donc ça, c'est le socle de base. Mais si vous allez au-delà, si vous avez des infrastructures agroécologiques, donc beaucoup de haies, d'arbres ou éventuellement des jachères, si vous avez des parcelles qui sont difficiles à cultiver, qui représentent plus de 7% de votre SAU, donc cette fois on peut compter également celles qui sont en prairie, alors vous êtes directement au niveau 1 de l'éco-régime et vous n'avez pas à vous soucier des autres entrées.
Si vous avez plus de 10% de votre SAU en infrastructure agroécologique, alors vous êtes directement au niveau 2 de l'éco-régime. Et donc, de même, vous ne regarderez pas la voie de la certification à la voie des pratiques agricoles. Si ce n'est pas votre cas, alors vous allez essayer d'entrer par la voie des pratiques agricoles. Et donc là, on va distinguer 3 types de couverts. Nous avons les couverts en culture pérenne, donc pour ceux qui ont des vignes ou des vergers et dont ces surfaces représentent au moins 5% de la SAU. Si vous avez juste un demi-hectare de verger et que vous exploitez par ailleurs 100 hectares, vous ne vous en préoccupez pas. Mais si cette surface, elle représente au moins 5% de votre SAU, alors vous devez vérifier, pour être au niveau 2, que 95% des intervents sont bien enherbés, et pour être au niveau 1, que 3 intervents sur 4 sont bien enherbés. Si vous avez des surfaces en prairie permanente et qu'elles représentent au moins 5% de votre SAU, vous devez n'appliquer aucun produit phytosanitaire sur les prairies sensibles. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les prairies sensibles, c'était les prairies en zonage Natura 2000. Donc, ça, vous vérifiez sur votre RPG. Si vous avez des prairies en Natura 2000, c'est 0 produit phytosanitaire. Et vous allez également devoir respecter un taux de non-labour de ces prairies. Alors, vous allez me dire, on a bien insisté tout à l'heure sur le fait que de toute façon, on était en régime d'autorisation et qu'on ne pouvait pas retourner les prairies. La différence, c'est que là, ça concerne également le labour des prairies pour ressemis, y compris à surface constante. C'est-à-dire que cela correspond également à l'entretien des prairies. Donc, pour ne percevoir l'éco-régime de niveau 2, vous ne devez pas avoir labouré plus de 90% de vos surfaces en prairie, ce qui représente un labour possible tous les 10 ans. Admettons qu'on ne fasse pas tout la même année. Et donc, y compris pour ressemis de prairie. Et pour être au niveau 1, on ne peut pas dépasser 80% de labour de sa surface en prairie. Donc, c'est important de bien voir cette différence d'approche entre la BCAE et l'éco-régime. Si vous avez notamment des prairies qui se sont salies ou qui ont moins d'espèces intéressantes, il faudra privilégier le sursemis plutôt que le labour pour ressemis. Et donc, sur les terres arables, donc là, on a un barème à points à justifier. Donc, on va revoir dans le détail également. Il faudra justifier de 4 points pour obtenir le niveau 1 et de 5 points pour obtenir le niveau 2. Certaines cultures pérennes, comme les asperges, les artichauts, le miscanthus, ne pouvaient pas faire l'objet d'un enherbement interrant. Elles ont été assimilées aux terres arables et arriveront dans la catégorie diversité de l'assolement des terres arables. Si vous entrez par la voie des pratiques agricoles ou par la voie de la certification, vous pourrez éventuellement obtenir une prime de 7 € par hectare si vous avez plus de 6% de haies sur votre SAU et sur vos terres arables. Et pour l'instant, la certification qui est reconnue, c'est celle du label haie, sachant que nous travaillons encore avec le ministère pour essayer de faire reconnaître également le label bas carbone en haie, qui est désormais validé. Et donc, nous travaillons encore avec le ministère pour que cette définition soit étendue au label bas carbone, ce qui vous permettrait éventuellement de toucher la prime et le label bas carbone si vous avez au moins 6% de vos haies sur les terres arables. Donc, pour faire un petit zoom sur le cas de l'agriculture biologique, pour être en niveau 3, donc vous devez, alors il y a eu une polémique avec l'Europe là-dessus. L'Europe trouvait que ce n'était pas justifié de pouvoir cumuler sur une même exploitation l'éco-régime de niveau 3 et la CAB, donc l'aide à la conversion bio. Là-dessus, le ministère a tenu bon en estimant que les difficultés étaient déjà importantes actuellement sur les marchés bio et que donc il fallait continuer à pouvoir donner cette impulsion aux exploitations en agriculture biologique ou aux exploitations qui souhaitaient se convertir, mais a dû quand même lâcher le fait qu'il y ait au moins une parcelle qui ne cumule pas la CAB et l'éco-régime niveau 3. Donc, pour pouvoir percevoir l'éco-régime niveau 3, il faut que l'intégralité de vos surfaces soit certifiée bio, soit en conversion bio. Vous pouvez en avoir une partie, donc certifiée, c'est ce que je représente ici par le vert foncé, et une conversion par le vert clair. Vous pouvez en avoir une partie en conversion et une partie certifiée, mais il faut qu'il y ait au moins un minimum de surface qui soit déjà certifiée, et il faut qu'il y ait au moins
un minimum de surface dont on ne connaît pas le seuil, je ne sais pas si on va mettre un seuil en hectares ou un seuil en pourcentage, ça c'est actuellement pas écrit, mais qui ne perçoivent plus la CAB. Et donc, il faut également que tous les ateliers de votre exploitation soient engagés en bio, y compris les ateliers d'élevage. Donc, vous ne pourrez pas accéder à l'écologie niveau 3 si vous êtes 100% en conversion et que vous percevez la CAB sur 100% de la surface. Alors, il faudra peut-être abandonner la CAB sur un minimum de surface. Ou si vous avez une partie de vos terres qui sont en conversion et l'autre partie qui reste en conventionnel. Là, vous n'entrez pas au niveau 3 de l'écologie. Pour le HVE, donc il a été précisé également du fait de l'arrivée du nouveau référentiel qu'à partir du 1er octobre, donc là, ça y est, on y est, pourront justifier du niveau 2 de l'écorégime uniquement les exploitations qui seront référencées avec le nouveau référentiel pour les primo-certifications. Pour les exploitations qui étaient déjà référencées HVE par la voie A, donc avant le 30 septembre 2022, elles auront la possibilité de valider l'écorégime niveau 2 en 2023. Alors là, attention, je parle de l'écorégime niveau 2, mais quand je dis HVE, c'est bien le niveau 3 de HVE, c'est bien le label. Donc si vous avez le label par la voie A, vous avez la possibilité d'y entrer et vous pourrez aller au bout du cycle de 3 ans de certification. Vous aurez la possibilité de prolonger la durée de validité du certificat jusqu'au 31 décembre 2024, même si celui-ci devait prendre fin avant cette date. Par contre, pour les exploitations qui ont été certifiées par la voie B d'HVE, alors elles ne valident pas l'écorégime, il faudra entrer par une des autres entrées de l'écorégime. Donc, comme je l'ai dit, à partir du 1er octobre, les primo-certifications se font uniquement sur la base du nouveau référentiel. Et donc, pour les CE2+, c'est pareil, il va se mettre également au diapason du nouveau référentiel HVE. Donc, le CE2+, correspond au niveau 2 de la certification environnementale, au niveau 2 d'HVE. Et il faudra au moins avoir 10 points dans un indicateur du niveau 3 d'HVE sur l'option A. Donc, un parmi les 5, c'est-à-dire soit 10 points en biodiversité, soit 10 points sur l'indicateur stratégie phyto, ou sur la gestion de la pertie, ou sur la gestion d'irrigation, ou bien faire la preuve qu'on utilise au moins 2 outils d'aide à la décision et certifier qu'on participe aux démarches de recyclage des déchets. Donc ici, vous avez un groupe qui est engagé dans le recyclage avec la filière Adivalor. Donc il faudra justifier et garder les attestations comme quoi vous avez ramené vos bidons vides chez Carré. Pour le barème à points des terres arables, donc je vous le reprojette, on avait déjà eu l'occasion de le présenter dans le détail, mais donc juste pour rappel, vous avez ici les cultures, le bloc des cultures les plus traditionnelles des exploitations, donc les céréales d'hiver. Vous avez un point si vous avez au moins 10% de vos terres arables en céréales d'hiver. Pareil, vous avez un point si vous avez au moins 10% de vos terres arables en maïs ou en céréales de printemps. Vous avez un point si vous avez au moins 10% de vos terres arables en betteraves sucrières et pommes de terre. Un point pour tout ce qui est colza ou autres oléagineux d'hiver, si vous avez au moins 7% de vos terres arables. Et un point si vous avez au moins 5% de vos terres arables en oléagineux de printemps, si jamais vous avez du tournesol ou de la cameline. Mais attention, sur ce bloc-là, vous êtes plafonné à 4 points, donc vous ne pouvez pas aller à 5. Si vous êtes déjà à 4 points, il faudra aller chercher une autre catégorie. Et si jamais vous n'obtenez vraiment un point dans aucune des catégories, mais que la totalité de surface en culture traditionnelle représente au moins 10% de vos terres arables, alors vous avez tout de même un point. Pour aller chercher d'autres points, il faudra regarder si vous avez des prairies temporaires ou des jachères, et donc vous cumulez les surfaces en prairies temporaires et en jachères. Si elles représentent au moins 5% de vos terres arables, vous avez 2 points. Donc je ne cite pas les autres, c'est peu probable dans notre région. Sur les plantes fixatrices d'azote, donc là, vous pouvez y compter tout ce qui est soja, luzerne, pois de conserve, pois protéagineux, haricots verts. Donc là, vous pouvez obtenir 2 points si vous avez au moins 5% de vos terres arables dans cette catégorie. Mais vous avez également ici le seuil de 5 hectares qui peut vous permettre d'avoir 2 points.
C'est-à-dire que si vous avez une exploitation de plus de 100 hectares et qu'il vous manque de points, vous avez peut-être intérêt à regarder si vous ne pouvez pas mettre 5 hectares de pois ou de lentilles ou de févroles qui vous permettront peut-être de gagner un montant plus important au niveau de l'éco-régime. Puisque je rappelle qu'on peut arriver jusqu'à 80 € de l'hectare si on a 5 points. Dans notre région, ce qui est important également, ce sont les autres cultures, donc tout ce qui est lin, tout ce qui est légumes, éventuellement les betteraves fourragères, si vous en avez sur votre exploitation. Et on y ajoute également nos fameuses cultures pérennes dont on ne pouvait pas faire de l'enherbement interrant, les asperges, les artichauts, la sylphie, le miscanthus, etc. Et donc là, si elles représentent au moins, donc tout le cumul de toutes ces cultures, au moins 5% des terres arables, vous avez un point, au moins 10% de points. Et vous voyez que cette catégorie peut vite vous donner des points, puisque si vous en avez beaucoup, vous pouvez arriver à 4 ou 5 points. Pour les exploitations qui ont vraiment des petites surfaces en terre arable, notamment si vous avez beaucoup d'herbes, vous pouvez avoir un bonus de 2 points si vous avez au moins 10 hectares, si vous avez moins de 10 hectares de terre arable sur votre exploitation. Et si vous avez beaucoup de prairies, vous pouvez avoir un bonus prairie. Donc cette fois, le ratio est calculé sur l'ensemble de la SAU, alors que tous les autres ratios étaient bien calculés sur les terres arables uniquement. Si vous avez plus de 75% de votre surface en herbe, vous avez 3 points d'office sur vos terres arables, 2 points si vous avez plus de 40% et 1 point si vous avez plus de 10%. Je reviendrai là-dessus s'il y a des questions. Donc toujours pour vous aider, vous pouvez télécharger sur le site internet ce formulaire papier qui vous permet de reprendre les différentes catégories et donc de calculer les surfaces et le nombre de points que cela vous permet d'obtenir sur l'éco-régime. Pour l'instant, nous n'avons pas mis d'outils informatiques en ligne dans la mesure où nous attendons. Alors tous les codes culture, nous les avons récupérés du ministère. Mais on voit qu'actuellement, il y a encore également des foires aux questions, des ajustements qui sont faits par le ministère. Donc, tant que la liste des codes culture n'est pas définitivement validée, nous ne mettons pas d'outils en ligne. Seul le simulateur, mon simulateur PAC, a été établi sur la base du ministère et sera mis à jour au fur et à mesure. Mais avant de mettre un fichier Excel, nous attendons que le ministère valide bien les différentes catégories. Donc pour reprendre un exemple, si j'ai ici une exploitation de 95 hectares, qui aurait 93 hectares de terre arable et 2 hectares en prairie permanente, on voit que la surface en prairie permanente ne suffit pas à avoir le bonus prairie permanente. Ici, nous avons des céréales d'hiver qui sont prépondérantes dans l'assolement, ce qui est souvent le cas dans nos exploitations. Elles représentent 64% des terres arables, mais ne permettent d'avoir qu'un point. Les plantes sarclées, donc des pommes de terre qui représentent 17,28 hectares, qui permettent également d'avoir un point. Et donc le colza qui représente plus de 7% des terres arables et qui permet également d'avoir un point. Cette exploitation ne dispose que de 3 points. Donc là, elle perd en l'état 7 600 € par an si elle ne modifie pas son assolement. Pour récupérer les 7 600 € par an, il faudrait, alors si vraiment on a un problème de jachère pour pouvoir arriver aux 4% des terres arables en jachère, en SIE, il faut peut-être rajouter des jachères, mais ça fait quand même rajouter 4,7 hectares, c'est beaucoup, et c'est forcément pas le choix économique qui est le plus avantageux pour cette exploitation. Cette exploitation peut également envisager d'ajouter 4,7 hectares de plantes fixatrices d'azote, par exemple à la place du blé. On va substituer 4,7 hectares de blé qu'on va mettre en poids. Et là, ça nous fait arriver aux 5 points et de ce fait, on gagne 7 600 € par an. Ou alors, on va voir si on peut ajouter d'autres cultures. Alors, soit substituer des céréales d'hiver en céréales de printemps, mais dans ce cas-là, il faut en mettre 9,4 hectares. Ou bien 9,4 hectares d'autres cultures pour avoir 2 points. Si on met 4,7 hectares d'autres cultures, on n'obtient encore qu'un point et donc on est au niveau 1 de l'éco-régime et pas au niveau 2. Voilà, pour ne prendre que cet exemple, mais vous en trouvez d'autres en ligne sur le site internet si jamais vous voulez vérifier d'autres exemples qui sont plus proches de votre exploitation. Donc juste pour faire un petit zoom, nous avons évoqué les aides à l'agriculture biologique. Donc l'aide qui correspond au niveau 3 de l'éco-régime. Mais pour les exploitations en conversion, donc la CAB, la fameuse aide sur laquelle il y a eu discussion si elle était compatible ou pas avec le niveau 3 de l'éco-régime, vous avez également un montant qui est versé.
donc qui a été revalorisé sur les cultures oléagineux, protéagineux et fibres et qui correspond désormais à 350 € par hectare. 130 si vous êtes sur des prairies, 450 si vous êtes sur des légumes de plein champ, voire 900 si vous êtes en maraîchage ou en arboriculture ou en plantes à parfum. Par contre, dans cette nouvelle PAC, les aides au maintien sont supprimées, ce qui a engendré aussi le fait que le ministère tienne ferme sur le fait de pouvoir atteindre l'éco-régime niveau 3. Et donc, les exploitations en agriculture biologique bénéficieront également du crédit d'impôt, tel que c'est le cas actuellement et qui sera revalorisé. Juste pour faire un petit zoom également sur les mesures du deuxième pilier. Donc, à côté de ce que nous venons de présenter, vous avez les MAEC qui vont s'ouvrir également pour la prochaine campagne sur une base différente. Et vous avez une nouvelle mesure que nous devons retravailler avec le Conseil régional qui s'appelle la mesure de transition, qui pourrait être une mesure forfaitaire qui permet à l'agriculteur de s'engager dans une transition agroécologique. Donc, pour les MAE, les engagements unitaires ont été définis par le ministère de l'Agriculture. Ensuite, l'autorité de gestion, c'est la DRAF. Donc, depuis 2023, c'est de nouveau la DRAF. Ça avait été le Conseil régional, mais c'est revenu à la DRAF. La DRAF a fait le travail de notifier des zonages prioritaires à Bruxelles sur chaque enjeu, l'enjeu eau, l'enjeu zone humide, l'enjeu biodiversité. Donc, les mesures qui s'y rapportent sont uniquement éligibles sur les zonages éligibles. Ensuite, les opérateurs ont dû porter des projets. Et donc là, c'est en cours. Des opérateurs ont dû se déclarer. Donc, par exemple, dans le secteur du Nord-Pas-de-Calais, vous avez les parcs naturels régionaux qui sont des opérateurs historiques et qui ont déposé leurs projets. Et la Chambre d'agriculture a déposé un projet sur l'ensemble des surfaces qui ne sont pas couvertes par des opérateurs historiques pour que l'ensemble des agriculteurs qui sont sur des zonages éligibles et ouverts puissent bénéficier des MAE s'ils le souhaitent. Et donc là, il y a un catalogue de mesures qui a été défini, mais qui vous sera présenté. Inutile de vous présenter l'ensemble du catalogue, alors que ces mesures ne sont peut-être pas ouvertes sur vos secteurs géographiques. Donc là, vous en saurez plus au mois de janvier-février pour pouvoir engager les MAE avec la déclaration PAC du 15 mai, comme tous les ans. Ce qui change également pour cette nouvelle programmation, c'est le monitoring de la PAC. Le dispositif 3STR a été mis en place qui correspond à un monitoring de la PAC par satellite qui va être plus régulier. Je vous invite à télécharger sur vos smartphones dès aujourd'hui l'application Télépac Géophoto qui va vous permettre de voir comment se situent vos parcelles par rapport à la réglementation PAC. Donc vous voyez ici un exemple des photos que va prendre le satellite. Derrière le satellite, il y a des algorithmes et donc les algorithmes ont été calculés pour savoir à quelle période il est normal de trouver une parcelle couverte et à quelle période il est anormal de trouver une parcelle nue. Donc nous parlions tout à l'heure du retournement des prairies. Une prairie qui est retournée va passer de la couleur verte à la couleur marron. Et donc, sur le satellite qui va prendre des photos a priori tous les 15 jours partout, ça va se voir. Et donc, les algorithmes qui sont derrière les images satellitaires vont détecter qu'il y a anomalie. Ils vont passer du vert à l'orange, voire rouge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes en vert, la parcelle est considérée comme conforme de manière certaine. Si vous êtes en orange, la parcelle est potentiellement non conforme et donc il va falloir justifier d'informations supplémentaires pour lever ou pas ce doute sur la conformité. Si la surface en jeu est très faible, ça va passer en vert. Par contre, si vous êtes en orange avec l'application Télépac Géophoto, ce que la DDTM va vous demander de faire, c'est de prendre une photo de votre parcelle. On va vous indiquer l'endroit exact, le point géoréférencé auquel vous devez vous situer sur la parcelle pour prendre la photo et l'angle également sous lequel la DDT attend la photo. Vous allez prendre la photo, l'envoyer par Télépac Géophoto. Donc la photo sera géolocalisée pour bien montrer que c'est bien cet endroit-là que vous avez pris la photo et l'envoyer à la DDT. La DDT de là va lever ou non l'anomalie et si l'anomalie n'est pas levée, à ce moment-là, si la parcelle est en rouge, vous aurez un contrôleur qui viendra voir sur place et qui viendra faire un constat pour voir si en effet ce qu'a indiqué le satellite correspond bien à une anomalie
et éventuellement déclarer l'infraction par rapport aux règles de la PAC. Alors, ça peut paraître plus contraignant, mais pour les pays qui l'ont expérimenté, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup moins de pénalités financières depuis que ce système a été mis en place. Parce que l'avantage quand même du système, c'est que ça vous permet de revenir pendant plus de temps sur votre déclaration PAC. Donc, dans le système actuel, vous faisiez votre déclaration jusqu'au 15 mai. Vous pouviez éventuellement modifier votre dossier jusqu'au 15 juin et donc les contrôles se déclenchaient. Avec ce nouveau système, vous ferez toujours votre déclaration jusqu'au 15 mai, mais vous pourrez modifier votre dossier jusqu'au 30 septembre. Donc, dès que le satellite détectera une anomalie, vous aurez cette demande de photos ou d'indications complémentaires qui pourront lever l'anomalie et vous pourrez revenir et faire des modifications sur votre déclaration. Donc, quelque part, c'est un peu aussi le droit à l'erreur qu'on réclamait par rapport à la PAC. Voilà, donc je pense que l'heure s'est écoulée, nous sommes à peu près dans le timing et je vais prendre quelques temps pour répondre aux questions s'il y en a. Si vous voulez aller plus loin, les formations sont organisées cet hiver pour donc réexpliquer en détail les règles de cette nouvelle PAC et terminer l'après-midi par une simulation sur votre exploitation où vous ressortirez avec le nombre exact d'infrastructures agroécologiques qu'il vous faut et éventuellement modification de l'assolement et impact sur le BE de cette modification de l'assolement pour être en règle avec l'éco-régime. Je rappelle que l'éco-régime n'est pas une fin en soi et qu'il faudra bien regarder sur votre exploitation si vis-à-vis de votre BE, ça vaut le coup ou pas d'aller le chercher. Merci de votre attention. Est-ce que tu as vu, Maud, des questions dans le chat oui. auxquelles nous pourrons déjà répondre? Alors, un monsieur qui demande, en 2023, sera-t-il encore possible de percevoir les aides PAC, donc DPP, paiement vert et redistributif, pour un agriculteur en retraite, donc plus de 67 ans, sur les parcelles de subsistance qu'il a conservées, avec une superficie inférieure à 5 hectares? Donc déjà, le paiement vert ne sera plus perçu, puisque le paiement vert n'existe plus à partir de 2023. Et donc, si vous avez fait valoir vos droits à la retraite, non, vous ne percevrez plus d'aide PAC, y compris sur la parcelle de subsistance. On va avoir une notification personnelle ou pas de la part de la DDTM ou ça va se Ça, je faire ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont prévu. On va leur poser la Parce question. C'est une bonne question. Actuellement, on n'a pas, enfin, c'était pas, on le perçoit quoi aujourd'hui. Oui. Mmh. D'accord. Ouais, on va leur demander s'ils ont prévu de notifier ça aux agriculteurs. Ouais, c'est une bonne question. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Donc, dans le cadre de la BCAE 7, rotation des cultures, comment feront les producteurs du bassin Audomarois qui font des cultures de choux sur choux? Oui, en effet, ça fait partie des questions et des points que nous devons revoir avec l'administration. C'est une bonne question. On va la remonter à la DDT, celle-là. Cette modalité est assez récente. La BCAE 7 est sortie assez récemment. Il y a déjà des régions qui ont commencé à négocier, comme le Rhin, etc., mais pas forcément la nôtre. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre page YouTube du groupe Carré, où vous pouvez aussi retrouver d'autres vidéos, comme d'autres épisodes de ces web-séries, ou Carrément Pleine, par exemple. On fait également des formations sur la PAC, donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet, pour trouver les bonnes pistes pour satisfaire aux exigences environnementales de demain, on peut se retrouver ce jeudi à la ferme pilote. Donc fin des inscriptions ce soir, donc n'hésitez pas à me recontacter. On a également sorti notre catalogue de formation qui regroupe tout ce qu'on vous propose à la ferme pilote cet automne-hiver, donc que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans les formations. Autre formation qui peut aussi vous intéresser prochainement, donc le 15 décembre, sur l'optimisation de la pulvérisation. Pour retrouver également nos actualités, vous pouvez retrouver notre newsletter sur notre site internet, nous suivre sur différents réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou YouTube, et également sur WhatsApp. Donc, on a créé deux nouveaux groupes, un sur la ferme pilote, donc pour suivre nos actualités, et surtout les actualités de la plaine en temps réel qui sont écrites par David Boucher, notre coach en agronomie. Et il y a également un autre groupe WhatsApp, là pour suivre l'évolution des marchés des céréales, qui est rédigé par Jean Deray, donc le responsable du service céréales.
Pour toute information ou pour tout ajout dans un groupe ou participation à une prochaine formation, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro, il est inscrit sur cette diapositive, donc c'est le 06 42 42 06 92. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation et le webinaire sera bien disponible en replay sur notre page YouTube du groupe Carré, pardon. Voilà, et n'hésitez pas à revenir avec des questions si vous en avez encore par la suite. Bonne journée, bon courage pour assimiler toutes ces règles et pour faire en sorte que votre exploitation s'y adapte et à votre disposition si besoin.